Djigré Koné, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale au plateau. Il souffle ici un air frais de vacances. Ouverte le 20 janvier dernier, la première session ordinaire de l'année 2025 ferme ses portes ce lundi 30 juin. 23 textes de loi ont été adoptés au cours de cette session. Pour commenter ce direct et passer en revue ces 6 mois de travaux parlementaires, je serai avec un consultant. Il s'agit de M. Kwadio Ngo, chef du service des affaires juridiques, socioculturelles et sécuritaires de l'Assemblée nationale. Bonjour M. Kwadio. Bonjour M. Djigré. D'accord, il faut dire que cette cérémonie de clôture se tient en présence de plusieurs hautes autorités politiques ivoiriennes, notamment le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'invité spécial est Isidore Nvumba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. L'on note aussi la présence des représentants diplomatiques de plusieurs pays amis et institutions internationales. Un seul point à l'ordre du jour, le discours du président de l'Assemblée nationale. C'est cela, M. Kwadio? Oui, c'est exact, M. Djigré. Nous sommes bien entendu à la cérémonie de clôture et de nombreuses personnalités sont attendues et certaines sont déjà là, notamment le Premier ministre qui représente M. le Président de la République, les membres du corps diplomatique et les différents chefs traditionnels, je crois, ainsi que quelques personnalités, les membres du gouvernement. D'accord, il faut dire que cette cérémonie aurait dû débuter depuis une trentaine de minutes. Exactement. Mais apparemment, les députés du groupe parlementaire PDCI et ceux du PPAC ne sont pas encore dans l'enceinte de l'hémicycle. Donc certainement, c'est ce qui justifie ce retard que nous accusons. Alors, M. Kwadio, après donc 6 mois de travaux, la première session referme ses portes aujourd'hui. Quelle est la portée de cette étape dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Alors, merci M. Djigré. Il faut dire que la clôture de cette session marque, bien entendu, la fin des travaux parlementaires. Et le sens et l'importance donc de la clôture est, bien entendu, permet de dresser le bilan des travaux des députés devant la nation au cours de cette première session ordinaire 2025. D'accord, alors le bilan sera fait avant de revenir de façon plus large sur les différents projets de loi qui ont été soumis à l'ensemble des députés. Je voudrais que l'on puisse revenir sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, sur son calendrier notamment. Alors, nous sommes à la fin de la session ordinaire, c'est cela. Les députés partent donc en vacances pour 3 mois. Exactement. Qu'est-ce qu'ils feront au cours de ces 3 mois-là? Alors, il faut dire que c'est vrai, les députés auront droit, bien entendu, à des vacances, mais il faut dire qu'au cours de ces vacances, ils vont quand même continuer à travailler auprès de leur population parce que, comme vous le savez, les députés ont un devoir de redevabilité auprès des populations. Et donc, au cours de ces 3 mois, les députés iront expliquer, bien entendu, à leur mandant, le bilan des travaux parlementaires, donc les travaux au niveau de l'Assemblée nationale. Ils vont leur faire le point des textes de loi qui ont été adoptés au cours de cette première session ordinaire de l'année 2025 et se prêteront, bien entendu, au jeu des questions avec les populations. Est-ce que c'est une obligation qui est faite aux députés ou alors certains peuvent se passer justement de ce retour d'informations qu'ils doivent à leur mandant? Il faut dire, en vertu du mandat de représentants qu'ils ont, on pourrait considérer que c'est une obligation pour les députés de rendre compte auprès des populations qui leur ont donné, bien entendu, le mandat pour être à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons 2 sessions au cours de l'année, c'est cela, la première session et la seconde session. Exactement. D'accord. Alors, au-delà des sessions ordinaires, nous avions les sessions extraordinaires. Elles sont convoquées sur un ordre du jour déterminé à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés. Exactement. Cela voudrait dire qu'au cours de ces vacances parlementaires qui s'ouvrent,
des députés, les députés peuvent être convoqués pour une session extraordinaire. Oui, bien entendu, M. Digré, il faudrait savoir que, en fonction de l'urgence, les députés peuvent être appelés pour une session extraordinaire. Cela dit, des dispositions devront être prises parce que la session extraordinaire pourrait s'ouvrir, mais lorsqu'elle s'ouvre, elle se referme tout de suite après les travaux. Et donc, il n'est pas exclu que les députés soient rappelés au cours des vacances parlementaires. En ce moment-là, on serait dans le cadre d'une session extraordinaire. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient justifier, par exemple, que des députés soient convoqués pour une session extraordinaire? Bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'urgence. L'urgence au niveau de l'examen et de l'adoption, par exemple, d'un ou plusieurs textes pourrait justifier un rappel des députés à l'hémicycle afin de leur permettre d'examiner justement ces questions d'urgence et de voir dans quelle mesure ces lois pourraient être adoptées. Alors ces questions d'urgence dont vous parlez, ce sont des questions qui sont liées à la vie de la nation de façon précipitée. Je présume que ce ne sont pas des tests simples pour lesquels ce ne sont pas pour des tests simples pour lesquels on va rappeler des députés, par exemple. Oui, il faut dire que les sessions extraordinaires ne sont pas nouvelles en Côte d'Ivoire. Nous avons eu plusieurs fois affaire à des sessions extraordinaires et les députés n'ont ménagé aucun effort justement pour venir répondre à l'appel de M. le Président de l'Assemblée nationale à chaque fois qu'il les a appelés dans le cadre justement d'une session extraordinaire. Et si l'occasion se présente à nouveau, je ne pense pas qu'il y ait un problème à cela. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une situation d'urgence qui puisse justifier, bien entendu, le rappel des députés à l'hémicycle pour une session extraordinaire. D'accord. Il y a aussi, au-delà de ces sessions extraordinaires, des sessions ou réunions de plein droit. Quelle est la différence entre ces deux types de sessions? Je sais que ces sessions au cours desquelles l'on parle de sessions de plein droit, ce sont des sessions au cours desquelles l'Assemblée nationale se réunit en cas de circonstances exceptionnelles, telles que prévues par la Constitution, l'état de siège ou la déclaration de guerre, etc. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir derrière le concept de réunion de plein droit de l'Assemblée nationale, il faut savoir qu'il y a des cas vraiment spécifiques pour ces situations. Je veux dire par exemple, pour l'ouverture par exemple de la session, on sait tout de suite que l'Assemblée nationale se réunit de plein droit et donc pour procéder à l'ouverture de la session. Voilà. Donc il y a des situations exceptionnelles comme ça qui sont prévues par la Constitution où on se dit que l'Assemblée nationale se réunit de plein droit. D'accord, alors on va revenir sur les réunions des commissions. Exactement. Généralement, comment est-ce que ces réunions-là se passent? Alors, les réunions des commissions sont des travaux des députés qui sont repartis par commission, justement. Et au cours, justement, de ces réunions de commission, les députés reçoivent l'émissaire de M. le Président de la République qui vient leur présenter un texte. Et à l'occasion de ces travaux, les députés examinent le texte avec le représentant du Président de la République et examinent ensemble le texte en vue de son adoption. Et donc, la procédure pour les travaux en commission est vraiment simple, c'est-à-dire lorsque l'émissaire du Président de la République arrive, il commence par l'exposé des motifs qu'il présente aux membres de la commission. Donc, si vous voulez, l'exposé des motifs, c'est le justificatif qui, si vous voulez, les motifs ou les justificatifs qu'il présente pour la prise éventuelle de la prochaine loi qu'il vient présenter. Donc, lorsqu'il lit l'exposé des motifs, tout de suite, vous avez les groupes parlementaires qui réagissent à cet exposé des motifs. Très souvent, les réactions des groupes parlementaires comprennent des questions. Et donc, lorsqu'il reprend la parole, l'émissaire du Président de la République répond à ces questions. Après quoi, la parole est donnée à l'ensemble des députés pour qu'ils puissent poser des questions. Et donc, comme vous le savez, nous avons 7 commissions permanentes à l'Assemblée nationale et chaque commission est repartie en fonction de ses compétences. Et donc, lorsque l'émissaire du Président de la République arrive avec un texte qui intéresse une commission,
les députés, justement, de cette commission-là se réunissent, mais il ne faut pas limiter cette réunion des commissions aux seuls membres de la commission. Les commissions sont ouvertes à l'ensemble des députés qui participent aux travaux. Seulement, au moment du vote du texte en commission, seuls les membres de la commission sont habilités à procéder au vote du texte. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en route, sachez tout simplement que nous sommes en direct de l'Assemblée nationale au Plateau, ouverte le 20 janvier dernier. La première session ordinaire de l'année 2025 referme ses portes ce lundi 30 juin. Je suis avec un consultant. Il s'agit de M. Kwadiongo, chef du service des affaires juridiques, socioculturelles et sécuritaires de l'Assemblée nationale. Avant le déroulé effectif de cette cérémonie, nous passions en revue le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Monsieur Kwadio, la séance publique ou séance plénière, qui est la réunion de l'ensemble des députés, revêt quoi comme caractère? Alors, il faut dire que c'est vraiment la réunion qui regroupe l'ensemble des députés. Et au cours de cette séance plénière-là, les députés se réunissent pour prendre de grandes décisions. Alors, si vous voulez, c'est l'organe délibérant de l'Assemblée nationale. Donc, les députés se réunissent donc en séance plénière pour l'examen et l'adoption des textes. Et quand il s'agit, bien entendu, de textes législatifs, il peut s'agir aussi de résolutions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque les députés se réunissent en séance plénière, c'est vraiment une occasion solennelle qui permet une réunion de l'ensemble des députés. Il peut également, dans le cadre d'une question orale et débat, se réunir aussi en séance plénière afin de poser des questions au président de la République qui est représenté justement à l'occasion de ces travaux par un ministre ou le chef du gouvernement. D'accord, merci M. Kwadio. On l'a dit tout à l'heure, plusieurs hautes autorités politiques ivoiriennes sont à cette cérémonie. L'on vient d'apercevoir à l'instant la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui vient de faire son entrée au sein de l'hémicycle. 23 textes de loi ont été adoptés au cours de cette session. Je voudrais qu'on puisse revenir sur des projets qui ont certainement marqué ces travaux. Le premier, c'est le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Qu'est-ce qu'on peut retenir des travaux qui ont concouru à l'adoption de ce projet de loi-là? D'accord, je vous remercie infiniment, M. Digré, mais si vous en convenez, on pourrait très rapidement dresser un petit bilan de la nature de ces lois qui ont été adoptées. Et donc, comme vous l'avez indiqué, effectivement, 23 textes de loi ont été examinés puis adoptés par les députés et qui sont répartis comme suit. Donc, 6 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification de conventions internationales et 9 projets de loi de ratification d'ordonnances. Et donc, au titre des lois ordinaires qui ont été adoptées, vous l'avez relevé tout à l'heure, nous avons le projet de loi relatif aux organisations de la société civile. Alors, ce qu'il faut dire au sujet de ce texte, c'est que cette loi remplace la loi de 1960 relative aux associations. Et donc, pendant 6 décennies, les associations ivoiriennes ont été régies par un texte qui aujourd'hui se voit remplacé par la loi justement sur l'organisation de la société civile. Et donc c'est une loi qui vise à encadrer au mieux la démultiplication du nombre Mesdames et messieurs les députés, vous êtes priés de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît. La séance va débuter. Les nouvelles formes d'associations telles que les associations cultuelles, les organisations non gouvernementales, donc communément appelées ONG, ainsi que les fondations.
Voilà, donc voilà essentiellement le contenu de ce texte de loi. Mesdames et messieurs les députés, alors généralement les lois qui sont adoptées, c'est pour améliorer justement le quotidien des populations, mais il se trouve que concernant cette loi-là, les organisations de la société civile ont élevé des voix pour justement la décrier. Qu'est-ce qui justifie que cette loi-là n'ait pas pu ratisser large au sein des organisations de la société civile en termes d'adhésion? Bon, ça, peut-être, M. Digré, c'est peut-être votre perception. Sinon, je pense que toutes les composantes sociales ont été associées à l'élaboration de ce texte. Vous savez, le texte, avant d'être examiné et adopté par l'Assemblée nationale, fait l'objet, bien entendu, d'études et de consultations préalables. Et, sauf erreur de ma part, je pense que les membres du gouvernement, donc à travers le ministre de l'Intérieur, a eu des séances de travail avec toutes les composantes de la société civile afin d'examiner ce texte avant qu'il ne parvienne à l'Assemblée nationale. D'accord, on l'avait dit à l'entame de ce direct-là que l'invité spécial était M. Isidore Mvumba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui justifie, M. Kouadio, qu'il y ait des invités spéciaux au cours de ce type de cérémonie-là? On l'a vu à l'entame de cette session, en janvier dernier. Nous sommes à la clôture, un autre invité. Cela participe de la diplomatie parlementaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette présence donc, de ces personnalités témoigne de l'importance accordée au travail parlementaire, mais aussi des relations avec le Parlement. Et donc, cela renforce bien entendu les liens entre institutions législatives et les différentes couches de la société ivoirienne. D'accord. Alors, sachez pour votre gouvernement que l'honorable Isidore Mvumba est président de l'Assemblée nationale du Congo depuis août 2017. Il est né en 1954 à Kindamba. Il a été Premier ministre de 2005 à 2009, puis ministre du Développement industriel de 2009 à 2016. Après les élections législatives congolaises de 2017, il est élu président de l'Assemblée nationale. Il était candidat unique et a recueilli 144 voix. Isidore Mvumba est ingénieur des chemins de fer après une formation à Moscou dans les années 70. Alors, M. Kouadio, nous allons revenir sur le second projet de loi qui a cristallisé un peu les attentions ici au cours des travaux parlementaires. Il s'agit du projet de loi fixant les règles applicables aux zones industrielles et aux terrains destinés à l'exercice de l'activité industrielle. Est-ce que pour cette loi-là, on peut dire que les résolutions qui en sont sorties ont pu rencontrer l'assentiment des acteurs de ce secteur-là? D'accord, je vous remercie infiniment, M. Digré. Comme vous le savez, chaque loi qui passe à l'Assemblée nationale revêt un caractère important, aussi bien pour les populations, mais aussi pour les... Et cette loi était une loi de plus qui vient, bien entendu, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et elle a été d'abord examinée en commission avant d'être examinée en plénière. Et donc c'est un projet de loi qui vise à offrir aux investisseurs nationaux et étrangers un cadre favorable au développement de leur activité industrielle. Et donc, avec la mise à disposition donc, de zones et d'infrastructures industrielles de qualité et accessibles afin d'encourager une implantation importante d'unités industrielles. Voilà. D'accord. Alors, le troisième projet de loi sur lequel on va éventuellement débattre, il s'agit du projet de loi portant code de déontologie médicale. D'accord. Alors, relativement à ce texte, il faut dire que c'est un nouveau code de déontologie qui prend en compte les nouvelles responsabilités des praticiens
au regard des progrès scientifiques et technologiques. Donc, il a plusieurs innovations. Donc, il intègre les nouvelles dispositions communautaires de l'espace CEDEAO. Ainsi, il prévoit aussi, bien entendu, des dispositions majeures relatives aux droits et obligations des membres des professions médicales, aussi bien en temps de paix que de conflits armés. Et quels sont les dysfonctionnements qui ont été constatés justement dans ce corps-là pour que le code soit sur la table des députés? Est-ce qu'il y avait raison de pouvoir modifier le précédent? Alors, M. Digré, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un texte vient remplacer un autre, c'est forcément parce qu'il a constaté les insuffisances donc, de ce texte. Et donc, les praticiens et les professionnels donc, de la filière médicale ont certainement jugé bon que ce texte pourrait faire leur affaire. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas perdre de vue que tout texte est examiné et adopté dans l'intérêt supérieur des populations. Et je pense que ce texte s'inscrit donc dans ce cadre-là. D'accord, chers téléspectateurs, sachez que cette cérémonie de clôture de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale est présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui vient de faire son entrée dans cette salle. Il est ovationné par les députés. Le président Adama Bictogo également vient de retrouver son siège. Cette cérémonie donc va démarrer. Bonjour, mesdames et messieurs. Avec un seul point à l'ordre du jour, le discours du président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, chers collègues, avant que ne débute notre séance, je voudrais vous prier de bien vouloir vous tenir debout pour observer une minute de silence à la mémoire de notre regretté Bakayoko Zoumana, député élu. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la présente séance appelle l'examen d'un point unique, à savoir la clôture de la première session ordinaire de l'année 2025. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation, l'ordre du jour est adopté. Chers collègues, passons à présent à l'examen de notre ordre du jour. C'est adopté. La clôture de cette première session ordinaire de l'année 2025 se déroule en présence de son Excellence, M. Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale de la République sœur du Congo, en qualité d'invité d'honneur. En votre nom, je voudrais lui exprimer notre gratitude pour l'honneur qu'il nous fait en ayant répondu favorablement à notre invitation. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, sur ce, inviter au pupitre son Excellence, M. Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale de la République sœur du Congo, pour nous livrer son message. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, représentant son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mon cher Adama, Madame la Présidente du Sénat, ma chère Kondia, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, honorables députés, vénérables sénateurs, chers collègues, honorables chefs traditionnels et éminents guides religieux, Mesdames et Messieurs, en vous rend grâces et qualités, chers amis. Je vous dis d'emblée toute la joie que les membres de ma délégation et moi-même éprouvons après avoir foulé la terre hospitalière de la Côte d'Ivoire, votre grand et beau pays. Cette joie, vous vous en doutez, est immense, car nous avons été chaleureusement et fraternellement accueillis à l'aéroport international d'Abidjan, qui porte le nom prestigieux de Félix Houphouët-Boigny, de vénérable mémoire. Il faut le reconnaître. L'histoire de la Côte d'Ivoire est intimement liée à l'histoire de la lutte qu'a menée avec courage et toujours avec lucidité Nanan Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance et du miracle ivoirien. En outre, je salue le ciel bleu, sans nuage, qui prévaut entre la République du Congo et la République de Côte d'Ivoire, deux pays aux similitudes exceptionnelles à tout point de vue, qui tirent leur force dans leurs atouts économiques, comparatifs et compétitifs. En guise d'illustration, je citerai l'éléphant qui orne nos armoiries et dont la forte symbolique puise sa source dans les traditions congolaises et ivoiriennes. Que dire de nos dons chefs d'État, leurs Excellences le président Denis Sassou Nguesso et Alassane Dramane Ouattara, que le peuple congolais et ivoirien aime affectueusement appeler Dengues et Ado. Leurs Excellences, les présidents Denis Sassou Nguesso et Alassane Dramane Ouattara entretiennent des relations empreintes d'une estime mutuelle, une amitié profonde, gage de l'engagement constant en faveur de l'unité, la solidarité et le progrès de nos deux peuples. Parlant de culture, pour ne pas dire de tradition, le peuple congolais est reconnaissant du peuple ivoirien qui a fait du président Denis Sassou Nguesso, chef traditionnel à Kéakan de la grande famille Akado, de la génération Nyomdo, de la catégorie Ndomba, portant désormais le nom traditionnel Sagou. En outre, je tiens ici à saluer les avancées économiques remarquables, il faut le dire, que votre pays enregistré sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. De même, sous le leadership intelligent du président Denis Sassou Nguesso, le Congo poursuit inexorablement sa marche vers l'émergence. En effet, bâtisseur infatigable, timonier de la nation congolaise, Denis Sassou Nguesso a réalisé un important programme d'infrastructure de base qui a transfiguré le Congo. Le Congo déploie au long de ce 342 000 km² de sa superficie des zones agricoles protégées dont les résultats sont encourageants. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mon cher Adama, c'est avec un honneur insigne et une profonde gratitude que j'ai pris la parole comme invité tout à l'heure de cette grande assemblée. Je n'ai pas hésité un seul instant à accepter votre invitation à participer à la cérémonie de clôture
de votre première session ordinaire. En fait, c'est en avril 2025 que nous avons conféré pour la première fois lors des assises de Brazzaville, pendant les travaux de la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Cher ami, j'ai tout de suite été séduit par votre vive intelligence et votre éloquence. Mon cher Adama, nous avons en partage la francophonie qui nous a permis de sceller notre amitié. Mesdames et messieurs, pour tout dire, c'est animé d'un profond sentiment d'amitié que je m'adresse aujourd'hui à cet aréopage des représentants du peuple ivoirien, peuple épris de paix, riche de sa diversité, de sa culture et de son histoire. Cette rencontre, à bien des égards, marque une nouvelle étape pour l'approfondissement des liens de coopération entre nos deux institutions parlementaires. Elle témoigne de notre volonté commune de bâtir une coopération fondée sur le dialogue, la confiance mutuelle et le partage des valeurs démocratiques. Nous y voyons l'expression sincère de l'amitié qui lie nos deux peuples et de la solidité des liens qui unissent nos pays, soutenus par une diplomatie proactive et une vision éclairée de leurs excellences, messieurs les présidents Denis Sassou Nguesso et Alassane Dramane Ouattara. Les présidents Denis Sassou Nguesso et Alassane Dramane Ouattara sont deux personnalités d'exception dont les parcours remarquables témoignent d'un engagement profond en faveur de la construction de leurs nations respectives et d'une contribution active à l'édification d'une Afrique fondée sur les principes d'égalité, de fraternité, de partage et de solidarité. En un mot, une Afrique verte, prospère, libre et ouverte au monde. Une Afrique qui gagne. Le succès légendaire de la culture de cacao, qui fait de la République de Côte d'Ivoire le premier producteur mondial, s'impose aujourd'hui comme une référence internationale, tant par sa production que par le savoir-faire des agriculteurs ivoiriens, transmis de génération en génération. La République du Congo, quant à elle, affirme de plus en plus sur la scène internationale son leadership en matière de préservation de l'écosystème forestier du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde. Fait heureux, les participants au premier congrès mondial des peuples autochtones et des communautés locales des bassins forestiers tropicaux qui s'est tenu récemment à Brazzaville ont choisi le président de la République du Congo pour porter leur déclaration à la COP30 qui aura lieu en novembre 2025 à Belém, en République fédérative du Brésil. En outre, le Congo s'est engagé dans un renouveau industriel pour la transformation des produits du cru. Le Congo est gâté par la nature, il faut le dire, avec un sous-sol gorgé de polymétaux et de minerais de toute nature. Il possède d'immenses potentialités agricoles et dispose de plus en plus de 10 millions d'hectares de terres cultivables, mais seulement 200 000 sont mis en valeur, soit 0,2%. Je n'ose évoquer le pétrole, ainsi que tant de richesses forestières, le tout auréolé d'un code d'investissement porteur. C'est pourquoi il nous faut légiférer sur des sujets aussi divers que la transition énergétique, la lutte contre les inégalités, le respect des droits humains ou encore la gouvernance numérique marquée par la révolution de l'intelligence artificielle. Tout comme il nous faut harmoniser nos législations dans le cadre de la décennie de la forestation et du reboisement initiée par le président de la République du Congo et adoptée par les Nations Unies,
dans un monde marqué par des défis environnementaux majeurs. Mais tenant ici, devant vous, dans cet hémicycle où s'écrit l'un des plus beaux chapitres de l'histoire démocratique de votre pays, je perçois l'écho vivant et vibrant des débats passionnés, du parle vrai, entre frères et sœurs d'un même pays, unis par un même idéal, unis par un destin national. Du haut de cette tribune, il m'est donné de ressentir à travers vous le profond attachement du peuple ivoirien aux valeurs universelles de la démocratie et de la paix. Le président Houphouët-Boigny affirmait en son temps, je cite, « Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. » En effet, le dialogue est un élément clé de la diplomatie participative promotrice de la paix entre les nations. Qu'il me soit donc permis de saluer le courage, la combativité et la résilience du peuple ivoirien qui a su triompher de lui-même pour se maintenir sur la voie du progrès et du développement. La République du Congo est par essence, on peut vous le dire, et par vocation d'ailleurs, attachée aux vertus du dialogue. Le président Denis Sassou Nguesso a fait du dialogue le ferment de la cohésion sociale, le rempart contre les divisions et le chemin par lequel les désaccords peuvent être dépassés dans le respect mutuel et l'intérêt général. Pour preuve, le Congo compte entre autres parmi les institutions constitutionnelles des conseils consultatifs nationaux dont la tête de liste est le Conseil national du dialogue. Dans un monde traversé par les incertitudes et les tensions, réaffirmer le rôle central du dialogue, c'est défendre une vision humaniste de la politique, une vision dans laquelle chaque voix compte et où chaque citoyen est partie prenante du destin collectif. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, il y a 2 ans, c'était au mois de juin 2023, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, en visite d'État dans votre beau pays, a été élevé à la dignité du Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce geste est assurément une marque de haute estime qui met en évidence l'engagement du président Denis Sassou Nguesso pour la paix et la réconciliation des peuples d'Afrique. C'est pourquoi notre séjour dans cette belle ville d'Abidjan, appelée à juste raison, j'ai dit bien à juste raison, Petite Manhattan de l'Afrique, nous offre l'occasion de renouveler une fois encore la gratitude du peuple congolais à son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, distingués invités, en sublimant la coopération de la Côte d'Ivoire et le Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso a dit, je cite, « Nos relations devraient, pour plus d'efficacité, continuer de se renforcer dans le cadre d'un partenariat économique et politique privilégié adossé à certains secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, la formation, l'environnement et le transport ». Fin des citations. Nous avons là, vous le constatez vous-même, une feuille de route qui nous interpelle et montre la voie. Tenez, en décembre 2024, le président de la République du Congo a promulgué la loi numéro 44-2024 du 9 décembre 2024 autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service. C'est un bel exemple d'intégration transfrontalière, concrétisant ainsi la vision de l'Union africaine d'une Afrique sans visa. Pour tout dire, nos assemblées législatives
ne sont pas de simples chambres de validation. Elles sont les garde-fous démocratiques, les reflets de la volonté populaire, les moteurs du progrès. En ce jour mémorable, nos deux institutions vont sceller officiellement une relation fondée sur le partage d'expériences et la réciprocité des intérêts. Les groupes d'amitié parlementaire Côte d'Ivoire comme celui du Congo ont le devoir impérieux de veiller à ce que cette flamme brille à jamais. Distingués invités, honorable président et mon cher ami Adama, honorables députés, vénérables sénateurs, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, dans un contexte de stabilité, la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un moment important de sa vie démocratique avec l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au vu de la maturité du peuple ivoirien, comme je le vois, comme je le vis présentement, cette échéance cruciale devrait se dérouler dans la paix, la quiétude et le respect des valeurs républicaines, car au-delà des divers clivages, je le dis et telle est ma conviction, la Côte d'Ivoire est une nation forte et résiliente. Je formule ici le vœu ardent que la Côte d'Ivoire continue à se construire dans l'unité, le dialogue, l'inclusion, la fédération des forces et des intelligences pour maintenir la cohésion nationale. Chers amis, nos deux assemblées doivent être à l'avant-garde de la diplomatie parlementaire africaine, au service de l'intégration, de la paix et du progrès. Honorable Président mon cher Adama, ma délégation et moi-même vous renouvelons nos remerciements pour votre accueil fraternel et pour l'hospitalité ivoirienne légendaire que nous avons retrouvée ici avec chaleur, en dehors et dans cette salle. Pour terminer, j'aimerais une fois de plus insister sur notre commun attachement à la paix et à la démocratie. Un grand homme d'État africain affirmait, je cite, « On ne mange pas la paix, mais on mange mieux en paix ». Fin de citation. Vive la coopération interparlementaire, vive la République du Congo, vive la République de Côte d'Ivoire, vive l'Afrique unie. Je vous remercie de votre bien aimable attention. De fraternité qui lie les deux pays, Isidore Mvumba est par ailleurs satisfait des relations de coopération entre les deux institutions, une coopération proactive et fructueuse. Agriculture, énergie, formation sont entre autres des secteurs qui devraient nécessiter une attention soutenue dans les relations économiques entre le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire. Tel est le souhait de l'invité d'honneur qui a par ailleurs formulé le vœu ardent pour une Côte d'Ivoire en paix à quelques mois des joutes électorales. Monsieur Kouadio, que retenez-vous de ce discours? Alors, il faut dire que ce discours du président de l'Assemblée nationale du Congo est plein d'enseignements. Il a souligné, bien entendu, les relations fraternelles de longue date qui existent entre la République de Côte d'Ivoire et du Congo, et plus particulièrement entre les présidents de ces deux pays. Vous l'avez pu le constater avec le surnom, bien entendu, du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à mon nom propre. Je vous remercie pour vos propos fraternels, témoignage de la vitalité des liens existants entre nos deux États, entre nos deux institutions parlementaires, mais surtout entre nos deux chefs d'État, le président Denis Sassou Nguesso et le président Alassane Ouattara. Merci à vous. Mesdames et messieurs les députés, distingués invités, la cérémonie solennelle de clôture d'une session ordinaire est marquée par le discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale. Permettez-moi donc de me livrer à cet exercice. Donc,
Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, représentant Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Congo, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres-gouverneurs, honorables députés, chers collègues, vénérables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires, honorables chefs traditionnels et éminents guides religieux, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous exprimer tout le plaisir que j'ai de vous retrouver au sein de cet hémicycle, à la faveur de cette cérémonie solennelle marquant la fin de la première session ordinaire des travaux de notre Chambre au titre de l'année 2025. Je m'honore de vos présences respectives qui témoignent de votre soutien et de votre engagement constant aux côtés de l'Assemblée nationale. Je voudrais particulièrement saluer la présence distinguée de Son Excellence M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, représentant Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais au nom de mes pairs et en mon nom personnel vous adresser nos sincères remerciements pour votre participation à la présente cérémonie, nonobstant les contraintes liées à votre agenda. Votre présence traduit avec éloquence, d'une part, votre attachement à notre institution et témoigne de l'excellence des rapports qui existent entre le Parlement et le gouvernement, et d'autre part, les liens fraternels que nous entretenons. Je vous prie de bien vouloir traduire à Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, notre infinie reconnaissance et gratitude pour sa bienveillance à l'endroit de notre institution. Madame la Présidente du Sénat, chères sœurs, au nom des députés ainsi qu'en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence assidue et sans discontinuité à toutes nos activités auxquelles vous êtes conviés. Votre présence ainsi que celle de plusieurs sénateurs est l'expression de la parfaite synergie qui existe entre nos deux chambres depuis l'institutionnalisation du bicaméralisme le 8 novembre 2016. Votre présence est aussi l'expression de la relation historique et fraternelle que nous entretenons. Madame la Présidente du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Cour des comptes, cher frère Diomandé Kanvali, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, mon cher frère Eugène Aka Ouellet, je voudrais vous renouveler mes plus sincères remerciements pour la solidarité que vous ne cessez de témoigner à l'Assemblée nationale à l'occasion de nos activités majeures. Votre présence continue traduit avec éloquence le dialogue souhaité et réel qui existe entre nos institutions, mais aussi l'excellence des relations fraternelles que j'entretiens avec chacune et chacun de vous. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, je voudrais vous remercier d'une part pour votre présence à cette cérémonie et d'autre part pour tous vos efforts et votre disponibilité pour les travaux en commission en votre qualité d'émissaire du Président de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires,
votre amitié et votre appui constant aux institutions de la République et au peuple ivoirien sont appréciés à leur juste valeur. C'est pourquoi je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom propre, vous exprimer notre gratitude pour votre engagement en faveur du raffermissement des liens d'amitié et de coopération que la Côte d'Ivoire entretient avec vos pays respectifs. Distingués chefs traditionnels et éminents guides religieux, votre présence ainsi que votre participation continue aux cérémonies solennelles de l'Assemblée nationale dénotent d'une marque de confiance à laquelle je reste profondément sensible. Honorables députés, chers collègues, la présente cérémonie solennelle de clôture enregistre la présence hautement distinguée de mon frère, de mon grand frère, son Excellence M. Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, qui nous honore en ayant répondu favorablement à l'invitation que nous lui avons adressée de prendre part à la clôture de la première session ordinaire de notre Chambre. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais au nom de l'ensemble de la représentation nationale de Côte d'Ivoire, ainsi qu'en mon nom personnel, vous souhaiter le traditionnel et chaleureux Akwaba en terre ivoirienne. Votre présence effective ce jour ravive l'histoire et les liens forts qui unissent nos deux pays et nos deux présidents de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso et son Excellence M. Alassane Ouattara. Votre présence traduit aussi, de la plus belle des manières, la grande amitié entre nos deux institutions et nos peuples. Merci pour votre disponibilité, vos paroles inspirantes et votre fidélité, votre fidèle amitié à l'endroit de la Côte d'Ivoire et de sa représentation nationale. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé à ma délégation et à Madame la Présidente du Sénat lors de la 16e conférence de l'Assemblée parlementaire francophone à Brazzaville. Mais je voudrais surtout vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso notre infinie gratitude pour l'honneur qu'il a fait à Madame la Présidente du Sénat de Côte d'Ivoire et à moi-même en nous recevant en audience chez lui. Audience au cours de laquelle j'ai eu l'honneur de porter la voix de mes pères. C'est une audience qui restera gravée dans ma mémoire. Merci. Chers collègues, députés, distingués invités, mesdames et messieurs, la clôture de cette session se tient dans un contexte international marqué par une remise en cause des valeurs et principes ayant permis de sauvegarder la paix dans le monde, notamment le multilatéralisme, le respect du droit international et le respect de la souveraineté de chaque État. On assiste, hélas, à un monde sujet à une escalade de la violence matérialisée par le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la persistance de la crise israélo-palestinienne, la crise russo-ukrainienne, la guerre opposant l'État d'Israël à l'État d'Iran, ainsi que les crises sociopolitiques et sécuritaires au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Aussi, à ces violences de tout genre, assistons à des tensions commerciales entre les États-Unis d'Amérique et certains États, faisant ainsi planer le spectre d'une crise internationale, d'une inflation financière et une augmentation des prix des produits de première nécessité. Face à toutes ces situations, j'en appelle au renforcement du multilatéralisme pour qu'on puisse relever ensemble les défis de la pauvreté, de la lutte contre le changement climatique,
la lutte contre les flux financiers illicites par notre adhésion aux conclusions de la 4e conférence internationale sur le développement du financement tenue à Séville pour répondre aux défis du développement durable. Je voudrais surtout inviter au dialogue et à la préservation des vies humaines en se conformant aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et au droit international humanitaire. Honorables députés, distingués invités, la clôture de cette session se tient dans un contexte national marqué par les pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations et causé des pertes en vie humaine, des dégâts matériels ainsi que la perturbation du trafic routier dans plusieurs communes d'Abidjan. Nos pensées vont à l'endroit des victimes et de leurs proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont vu leurs biens et leurs moyens de subsistance durement affectés par ces intempéries. L'Assemblée nationale, par ma voix, exprime sa solidarité aux populations sinistrées et salue les efforts déployés par le gouvernement, les collectivités locales et les acteurs de la société civile mobilisés pour apporter une assistance aux victimes. Ces inondations nous interpellent sur l'urgence d'intensifier nos actions en matière de l'aménagement du territoire, de la gestion des risques et de l'intensification de la lutte contre le changement climatique afin de prévenir pour l'avenir de telles catastrophes. C'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble de la population au respect des mesures prises par le gouvernement afin de prévenir et d'éviter la survenue de nouveaux drames. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, nonobstant ces situations, nous ne devons pas perdre de vue les avancées remarquables de notre pays dans les domaines économiques, des infrastructures routières et sanitaires. À cet égard, il est bon de rappeler que notre économie reste robuste et résiliente, comme l'attestent les projections budgétaires sur les 3 prochaines années qui montrent une croissance réelle du produit intérieur brut de 6,6% en 2026, de 6% en 2027 et de 6,4% en 2028. Chers collègues, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, la Côte d'Ivoire poursuit inexorablement son chemin vers la transformation structurelle de son économie pour le bonheur des populations. Cette embellie de notre économie, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, repose essentiellement sur le maintien du climat de paix qui existe. Il nous faut donc sauvegarder par tous moyens l'environnement de paix qui prévaut, car sans la paix, il ne peut y avoir de développement, et sans développement, il ne peut y avoir de paix. Distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, nonobstant ce contexte, la session qui s'achève a été intense en travaux. Ce sont au total 23 textes de loi qui ont été adoptés, dont 7 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification de conventions internationales et 8 projets de loi de ratification d'ordonnances. L'examen et l'adoption de ces projets de loi ont donné lieu à l'organisation de 17 séances en commission et 5 séances plénières. L'examen, parmi les textes adoptés, certains, bien plus que d'autres, ont suscité un réel engouement et des interrogations en raison de leur impact direct sur différents domaines de la vie de nos populations. Au niveau social, je note une avancée majeure au plan sanitaire à travers l'adoption du Code de déontologie médicale. Au niveau environnemental, notre Chambre a adopté la loi portant Code de l'assainissement et du drainage. Au plan économique, nous avons adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-886 du 16 octobre 2024 qui renforce la répression de la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles
soumis à agrément et qui touchent en particulier les filières café, cacao, coton et anacarde. Distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, chers collègues, je ne saurais occulter la récente tenue le mardi 10 juin, au sein même de cet hémicycle, du débat d'orientation budgétaire. Rencontre importante qui a donné lieu à des échanges francs et fructueux sur les grandes hypothèses qui sous-tendent le budget de l'année 2026 de la Côte d'Ivoire. Ces hypothèses renforcent la vision stratégique Côte d'Ivoire 2030, qui a pour priorité la transformation économique, le développement du capital humain, le renforcement de la gouvernance, l'investissement privé, la lutte contre la pauvreté et la prise en compte du changement climatique. Par ailleurs, conformément à la mission dévolue au Parlement de contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques, l'Assemblée nationale a reçu le mardi 17 juin dernier le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour une question orale avec débat sur la problématique de la protection du domaine foncier urbain en Côte d'Ivoire. Cette séance a été l'occasion pour l'émissaire du président de la République de répondre aux préoccupations des représentants du peuple et par ricochet de l'ensemble des Ivoiriens. Elle a surtout permis de faire connaître au peuple les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour sécuriser la propriété foncière afin de favoriser in fine la mise en œuvre d'un nouveau marché hypothécaire dans notre pays. Mesdames et messieurs, toutes ces activités parlementaires menées dénotent à la fois du dynamisme de notre Chambre parlementaire, de l'ardeur des députés dans la réalisation de leur mission législative et de la capacité de notre Chambre parlementaire à transcender les clivages partisans pour mettre en avant l'intérêt national, l'intérêt des Ivoiriennes et des Ivoiriens. C'est l'occasion pour moi de remercier les présidents des groupes parlementaires ainsi que les présidents des commissions permanentes pour la qualité du travail abattu et leur sens républicain. Chers collègues, mesdames et messieurs, distingués invités, la diplomatie parlementaire constitue un axe important de mon programme d'action pour cette législature. À ce titre, je note avec satisfaction le renforcement de notre coopération interparlementaire. Dans le cadre de l'Union interparlementaire, j'ai pris part du 12 au 14 février 2025 à la 3e réunion préparatoire de la 6e conférence mondiale des présidents de Parlement à New York, aux Nations Unies. Aussi, du 5 au 9 avril 2025, en Ouzbékistan, j'ai pris part à la 150e assemblée de la dite Union. Dans la même dynamique, j'ai participé du 15 au 17 avril 2025 à Brazzaville, à la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Par ailleurs, du 12 au 15 mai 2025, j'ai conduit une importante délégation de députés à Jakarta, en Indonésie, pour prendre part à la 19e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cette session a été aussi marquée par la fin de mon mandat en qualité de président de cette importante union interparlementaire, fonction que j'ai solennellement transmise à Mme Puan Maharani, présidente de l'Assemblée nationale de l'Indonésie. J'ai également effectué, du 2 au 4 juin 2025, une mission officielle à Cotonou, à l'occasion de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Enfin, je participerai le mois prochain à 2 grands rendez-vous internationaux, à savoir la 50e session de l'Assemblée parlementaire francophone
qui se tiendra à Paris du 9 au 14 juillet, et à la 6e conférence des présidents de l'Union interparlementaire prévue se tenir les 29 et 30 juillet à Genève. Distingués invités, mesdames et messieurs, toutes ces activités de notre institution ont été menées avec la participation et la contribution de l'ensemble des députés. C'est pourquoi je saisis l'occasion que m'offre la présente cérémonie pour adresser mes chaleureuses et sincères félicitations aux honorables députés. Chers collègues, au fil des sessions, nous avons su créer ensemble la famille parlementaire, une famille construite sur les fondements du respect de chacun, sur l'écoute mutuelle, une famille résolument engagée en faveur du développement de notre pays, une famille dans laquelle chaque voix, chaque sensibilité politique, chaque intervention, même contradictoire, a trouvé sa place dans un climat empreint de courtoisie, de respect et de tolérance. C'est l'occasion pour moi de saluer une fois de plus les présidents des groupes parlementaires pour leur implication très appréciable dans la conduite de nos travaux parlementaires et pour la solidarité et le dévouement dont vous faites toujours montre. Chers collègues, la présente session qui s'achève se tient surtout dans un contexte national principalement marqué par la tenue de l'élection à la présidence de la République le 25 octobre prochain. À quelques mois de ce scrutin majeur, l'affichage par la Commission en charge des élections de la liste électorale, force est de constater que certaines personnalités n'y figurent pas, suscitant ainsi dans les partis concernés débats et contestations. Au sein de notre institution, les groupes parlementaires du PPACI et du PDCI-RDA ont protesté contre la non-inscription de leurs leaders par leur absence à certains travaux parlementaires. Force est de constater ce jour même l'absence de certains membres du groupe PDCI-RDA. Même si j'ai pu regretter cette manière de faire, je note que cela reste un mode d'expression dans une démocratie. Ceci étant, tout en respectant les positions des 10 groupes parlementaires, la séparation des pouvoirs à laquelle je reste attaché commande que nous restons à équidistance des prérogatives de chaque institution. Je reste cependant persuadé que les mois restants à courir avant l'élection présidentielle permettront à chacune et à chacun de travailler à faire valoir ce qui nous unit par opposition à ce qui peut nous désunir, à privilégier la recherche de la paix et la sauvegarde de la cohésion sociale, socle de notre développement. Mesdames et messieurs, chers collègues, cette fin de session parlementaire ne saurait être perçue comme une période de repos. Elle ouvre plutôt une nouvelle phase de notre engagement en tant que représentants du peuple, celle de la redevabilité et de la restitution auprès de nos mandants du travail accompli durant ces mois de travaux. Ce travail d'explication et de sensibilisation et ce devoir de redevabilité sont indispensables pour renforcer l'état de droit et asseoir une gouvernance transparente et responsable.
Mesdames et messieurs, chers collègues, à l'approche des élections, notre proximité en tant que parlementaires avec les citoyens est d'autant plus cruciale qu'elle met le député au centre de toutes les attentions. C'est pourquoi je nous exhorte à être dans nos circonscriptions respectives et partout en Côte d'Ivoire des acteurs d'un dialogue constant, d'une écoute active et apaisante pour préserver la paix et la cohésion sociale. Comme vous le savez, notre pays a connu des périodes sombres de son histoire qui restent encore gravées dans la mémoire collective. Nous devons tourner le dos à ce passé. Pour ce faire, chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien doit être un ambassadeur de la paix. Nous, parlementaires, devons être cette force motrice au service de la paix et de la cohésion sociale partout où nous sommes. Au nom de cette espérance commune que nous portons pour notre nation, au nom de notre amour pour la Côte d'Ivoire, j'en appelle à la conscience citoyenne de tous pour une Côte d'Ivoire plus fraternelle et plus forte. C'est sur cette note d'exhortation que je voudrais clore mon propos et vous donner rendez-vous en octobre pour l'ouverture de notre deuxième session ordinaire de l'année, principalement consacrée à l'analyse du budget. Vive l'Assemblée nationale, vive la Côte d'Ivoire, vive la fraternité ivoirienne. Je vous remercie. Fin du discours du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'hymne national est exécuté pour mettre fin à cette cérémonie. Merci. Merci. Mesdames et messieurs les députés, distingués invités, conformément aux dispositions de l'article 94, nouveau alinéa 2 de la Constitution, je déclare close la première session ordinaire de l'année 2025. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous venons ainsi d'épuiser l'ordre du jour de notre séance. Au nom des députés et à mon nom personnel, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous réitérer notre gratitude, notre reconnaissance pour votre présence si distinguée. Nous vous prions de transmettre au président Alassane Ouattara à nouveau notre infinie reconnaissance et gratitude. Avant de lever la séance, je voudrais vous convier pour la photo de famille se fera sur les marges de l'esplanade de notre auguste institution. Cette séance de photos sera suivie d'un cocktail servi en votre honneur à la salle des fêtes. Les services du protocole vous guideront à cet effet. La séance est levée.
Le président de l'Assemblée nationale qui lève donc la séance, Adama Mbictogo, est revenu au cours de son discours sur les différentes crises qui secouent le monde, des conflits au cours desquels le droit international est foulé aux pieds. Il recommande le dialogue pour mettre fin à ces guerres. Au plan national, Adama Mbictogo a appelé les uns et les autres à consolider le climat de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. À quelques mois de la présidentielle, il a invité les députés à une proximité avec les populations. Il aura fallu au cours donc de ces 6 mois, 17 séances en commission et 5 en plénière pour adopter les différents projets de loi sur la table des députés. Monsieur Kouadio, je voudrais vous laisser la charge de clore cette séance en donnant votre regard sur le discours du président Adama Mbictogo. Bien, je voudrais vous remercier, Monsieur Digré, pour cet honneur que vous me faites. Alors, il faudrait saluer ce très grand discours du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Mbictogo, qui est désormais un habitué à cet exercice en début et en fin de session. Et donc, très rapidement, il est revenu sur certains points, notamment le contexte international justement qui est marqué par les différents conflits armés au niveau international. Mais il a également répété à maintes reprises le mot paix, 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 à la veille justement de ces élections présidentielles qui pointent à l'horizon d'octobre 2025. Je pense que c'est ce qu'on devrait la paix et le dialogue avec les Ivoiriens. Ce discours, c'est ici donc que s'achève ce direct. Merci à vous, Monsieur Kouadio, d'avoir commenté avec nous cette séance. Les députés sont en vacances, mais le travail continue sur nos différentes chaînes de la RTI. Suivez tous les temps forts de cette cérémonie de clôture dans les différentes éditions du JT de RTI 1 et sur tous nos supports digitaux d'information. Merci à toutes les équipes techniques qui ont rendu possible cette retransmission, sans oublier l'équipe éditoriale. C'était Michel Digré depuis l'Assemblée nationale au plateau. À vous, le studio.